Bonjour, aujourd'hui je suis avec Anne et Florent Gorge, fondateurs des éditions Omake Books, et nous allons parler de son dernier ouvrage, l'histoire de Nintendo volume 3, consacré à la NES et à la Famicom. Bienvenue dans Extra Life. Alors du coup, le bouquin il est là. Donc, est-ce que tu peux déjà nous parler, nous resituer un petit peu le projet, puisque c'est un volume 3, donc j'imagine qu'il y a un volume 1 et un volume 2. Comment est-ce que tu as décidé un petit peu genre de créer cette série de bouquins? Et est-ce que tu sais combien de volumes il y aura? Et les deux premiers étaient consacrés à quoi exactement? Nous resitue un petit peu la série. Oui, je suis historien du jeu vidéo depuis maintenant 9 ans. Ça fait 9 ans que j'entreprends des recherches sur l'histoire de Nintendo. Et il y a quelques années, j'ai constaté qu'en fait, on connaissait très mal la société Nintendo. On la connaissait depuis justement la période de la NES, mais guère plus que ça. Et j'ai eu la chance d'aller vivre un certain nombre d'années au Japon et de découvrir qu'il y avait beaucoup d'autres choses avant cette période des jeux vidéo, puisque Nintendo est une société plus que centenaire. Et l'idée en fait de faire un bouquin m'est arrivée il y a 5-6 ans. Et le premier volume a été édité en 2007 et puis depuis un tous les ans. Voilà, donc il me faut un an environ pour écrire un tome supplémentaire et avec toutes les recherches qui sont généralement faites au préalable. Ouais. Donc le premier c'était vraiment l'histoire de Nintendo. Ouais. Le deuxième c'était... Le premier tome en fait concerne le premier siècle d'existence de Nintendo, c'est-à-dire depuis 1889, donc avec où il fabriquait des cartes, etc. des jeux de cartes traditionnels japonais, ouais. Puis ensuite ils sont passés aux cartes occidentales, puis des jouets, des jeux, enfin il y en a 220 pages de détails, et puis le tome 2 traite des Game & Watch, les jeux électroniques à écran cristaux liquides, et le tome 3. Donc on rentre enfin dans le vif du sujet, sur la NES, la Famicom, et puis je prévois d'en faire, tant qu'il y a de consoles, le suivant parlera d'une autre console, etc. D'accord, on en parlera à la fin de l'émission. Ouais. Donc du coup, la Famicom, donc pour toi Anne, tu as pris contact avec cette console quand, comment, en France, au Japon? Alors moi j'ai pris contact avec la NES, en France j'avais 4 ans, donc ça devait être vers 87, quelque chose comme ça, et enfin 4-5 ans. J'ai joué chez mon voisin parce que j'avais pas de console et donc on a dû jouer à Mario ou à Zelda, je me rappelle pas trop, mais voilà, j'ai plein de souvenirs où on est dans la chambre de ses parents avec la télé en train de manger des gâteaux qu'avait fait sa maman et de jouer à Tortue Ninja. Et donc du coup voilà, c'est ton premier contact avec le jeu vidéo? Ouais, je pense que ça devait être mon premier contact avec le jeu vidéo. J'ai eu un Game & Watch par la suite, mais il me semble que la NES c'était le premier contact. Okay. Et toi Florent alors, la Famicom? Mon premier contact avec les jeux vidéo, en fait, moi, ça a été les Game & Watch. Ouais. Et puis, j'ai eu un ami qui avait l'Atari 2600. C'était au début des années 80. Et j'ai longtemps joué avec l'Atari 2600 jusqu'en 89 où j'ai eu la chance de pouvoir, avec l'argent de poche durement économisé avec mon frère et ma sœur, acheter une NES qui était un gouffre phénoménal entre les deux consoles, entre l'Atari 2600 et la NES. Donc voilà, c'était aux alentours des années 88-89. Et donc tu commences l'histoire de Nintendo volume 3 avec une petite préface qui parle d'une anecdote justement où tu es parti à un moment donné, je crois que c'était ton premier voyage au Japon, et donc tu faisais partie d'une équipe de basket ou de hand? Alors, c'était mon premier séjour au Japon, un séjour d'1 an. J'ai eu la chance d'aller vivre dans un lycée japonais, enfin dans une famille d'accueil, et puis de fréquenter une école japonaise, un lycée. Et j'ai, comme tout bon étudiant, enfin tout comme bon lycéen japonais, je fréquentais des clubs avec des activités, dont un qui était le basket, parce que j'étais basketteur avant de devenir japonisant. Et puis mes amis de basket, à la fin de l'année scolaire, pour me faire un petit cadeau d'adieu, un cadeau de revoir, ils m'ont tous offert en fait leur vieux jeu Famicom, avec une vieille Famicom. Il y avait une 50aine de jeux dans une grosse boîte, et ils m'ont dit, vu que tu aimes les jeux vidéo, nous aussi, mais c'est des vieux jeux, on s'en sert plus, on te les donne, fais-en bon usage. Puis voilà, maintenant avec ce bouquin là, je pense que je leur ai rendu assez hommage. Voilà, j'en ai fait bon usage de leur jeu. Non, c'est clair. Et donc du coup c'est rigolo parce que je crois qu'ils savaient absolument pas ce qu'était, parce que tu leur parlais d'une console qui s'appelait la NES, et eux ils étaient là genre la NES c'est quoi, etc. Et il a fallu un certain temps en fait pour qu'ils comprennent que c'était la Famicom, tout simplement. De mon côté aussi, moi je jouais aux jeux vidéo comme n'importe qui, j'avais 16 ans, 17 ans, et c'est vrai qu'à cette époque on n'avait pas internet, on n'avait pas toute cette culture de l'histoire du jeu vidéo, c'en était vraiment les prémices. Et pour moi Nintendo c'était une société tellement connue, internationale, j'avais la NES. En arrivant au Japon, je leur dis moi j'ai une NES. Ils comprenaient pas de quoi je voulais parler. Je fais mais vous connaissez Nintendo? Oui bien sûr. Vous connaissez Zelda, Mario? C'est sorti sur cette console. Ils m'ont dit mais tu parles de la Famicom.
Donc j'ai compris aussi, moi de mon côté, c'était en 96-97, que on n'avait pas la même histoire, on avait les mêmes objets, etc., mais on n'avait pas la même histoire. Ça a commencé à m'intriguer, et puis c'est à partir de là que, de fil en aiguille, je me suis intéressé à l'histoire de Nintendo, voir un petit peu quels étaient les tenants et les aboutissants de ces phénomènes, quoi, de ces jeux vidéo qui nous passionnaient eux et nous. Complètement. C'était une sorte de pont également entre deux pays, genre qui partageaient les mêmes centres d'intérêt. C'était intéressant. Exactement, même si la Famicom du coup a été lancée en 83 au Japon et elle est arrivée en France bien plus tard au final. Nous on l'a connue en fait en 87. Elle est arrivée officiellement en France en 87, fin 87 exactement. Et ça c'est un truc qui est très intéressant dans le livre justement, c'est que tu abordes non seulement le lancement de la console au Japon, mais on a également le lancement de la console en France. Donc du coup on a un peu l'habitude de voir des ouvrages consacrés à l'histoire de Nintendo et c'est très souvent concentré sur le lancement au Japon, sur le lancement aux États-Unis, donc avec des tas d'anecdotes que tu abordes également dans l'ouvrage. Et il y a des trucs qui sont vraiment intéressants. Par exemple, il y a cette anecdote qui est hallucinante. Donc il y avait un problème de fabrication sur les consoles au départ, et Yamauchi, le fondateur et le père de Nintendo, a lancé, a demandé à ce qu'on rapatrie 500 000 consoles de manière en fait ensuite à les réparer, à les renvoyer aux utilisateurs, aux joueurs. Donc c'est une décision commerciale mais qui est complètement insensée. Donc, en 1983, à la sortie de la Famicom, c'est vrai qu'on a toujours tendance à croire que ça a été un carton tout de suite, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisque Nintendo a dû faire face à de nombreux problèmes techniques. Et il y a un exemple, il y a une comparaison qui est assez facile à prendre, mais en 1983, la Famicom est une bête de technologie. Aujourd'hui, ça fait rigoler, mais c'est une bête de technologie. Et si on devait prendre une comparaison, c'est un petit peu un sac plastique qu'on remplirait à fond et qui est sur le point de percer. Voilà, les processeurs à l'intérieur de la console sont pleins à craquer. Et la moindre secousse peut tout faire péter. Et le souci, c'est qu'il n'a pas été suffisamment bien customisé. C'était des processeurs custom. Et à la moindre surchauffe, en fait, on avait des éléments graphiques qui s'effaçaient petit à petit à l'écran. Et ça posait problème. Donc, il y a eu un certain nombre de consoles qui sont revenues au SAV. En voyant ça, Monsieur Yamauchi a dit, bon, écoutez, il y a des problèmes sur toutes nos premières séries. Les microprocesseurs, il faut qu'on les retravaille un petit peu. Ils ont tout fait rapatrier, c'était 500 000 consoles. Donc ça a pesé énormément sur la trésorerie de Nintendo à cette époque, qui avait pas besoin de ça pour essayer de décoller. Mais ça a joué quand même beaucoup sur le capital confiance, sur l'image de marque. Voilà, le côté sérieux, les consoles ont toutes été remplacées de tous ceux qui avaient eu des problèmes. Donc ça a quand même beaucoup joué. Voilà, c'est une des anecdotes qu'on trouve dans le livre. C'est vrai qu'au fil des années, en fait, l'image de marque de Nintendo n'a fait que se développer pour devenir quasiment le symbole du jeu vidéo. Pour devenir complètement le symbole du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parlait de jeux vidéo, on parlait de Famicom. Et donc je crois qu'il y a pas mal de petites anecdotes là-dessus. Sur le côté, par exemple, les magasins qui vendaient des jeux vidéo s'appelaient les Famicom Shop. Donc alors qu'ils vendaient pas spécialement que des jeux Famicom, mais plein d'autres choses. Et t'en as une autre petite anecdote sur le lancement d'une console concurrente aussi. Oui, mais il y a plein de trucs comme ça. C'est vrai que au Japon, on a eu d'autres consoles, bien sûr. Il y a eu l'équivalent de la Master System, il y a eu la PC Engine, il y a eu la Mega Drive. Et pourtant, comme tu disais, c'était des Famicom Shop. Ils vendaient tous les jeux, mais c'était des Famicom Shop. Les magazines, la moitié des magazines avaient leur nom Famicom dans leur titre, alors qu'ils parlaient aussi parfois d'autres jeux. Voilà. Et puis il y a effectivement l'anecdote au milieu des années 90, le mot Famicom est tellement équivalent du terme console jeu vidéo que les journalistes dans les grands quotidiens, pour parler de la PlayStation de Sony, ils disent la Famicom de Sony. Voilà. Donc ça, c'est le genre d'anecdote qu'on trouve. Ouais, c'est fou. Maintenant, bon, ça évolue, mais c'était synonyme de jeu vidéo. Et donc, on parle également de génération Famicom. Donc, est-ce que vous avez des petits exemples? Parce que pour bien, faire comprendre aux spectateurs l'ampleur du phénomène, c'est-à-dire que ça n'a pas touché simplement un petit groupe, un noyau dur de joueurs. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, lorsque je jouais aux jeux vidéo, etc., c'était vraiment des tout petits groupes de gens. On passait un peu pour des aliens, en parlant d'Amiga, de MSX, etc. Et mais au Japon, c'était un truc hallucinant et qui encore aujourd'hui a de fortes résonances. Donc nous parler un petit peu justement de ce phénomène Famicom sachant que la console en plus a été lancée en 83 et est morte réellement autour de 2003. Donc c'est une console qui a une existence, une durée de vie de 20 ans. Pendant 20 ans, ils ont continué à alimenter elle était produite pendant 20 ans, c'est un truc invraisemblable. Tout simplement, ne serait-ce que maintenant au Japon, on a plein d'événements type Festival Chiptune. On a un groupe qui s'appelle Famimodé. Il aurait pu l'appeler autrement, mais non, il l'a appelé Famimodé parce que Famicom, vous avez une exposition d'artistes qui réalisent des fausses étiquettes pour des jeunesses, et donc c'est exposé, collé sur des vraies jeunesses. Après, c'est exposé, ça s'appelle My Famicase Exhibition. Pourquoi ils font pas ça sur d'autres jeux? Ils le font que sur la Famicom. Après, même, par exemple, nous sur No Life, on diffuse les clips de YMCK qui a toute une esthétique Mario 8-bit Famicom. Leur musique, ils ont créé un plugin pour faire du son Famicom. La chanteuse, elle a une robe, c'est le dessin de la Famicom, elle est sur son serre-tête. Voilà, on a
Prof Sakamoto, c'est un type, chez lui, il va faire du piano, il va reprendre des thèmes Famicom, il va se mettre une Famicom sur la tête, et voilà, maintenant il passe à la télé, et enfin, des choses comme ça. Et contrairement à la France où, voilà, on va aimer Mario, on va dire tout de suite, on va mettre un porte-clés champignon, on va dire, ouais, c'est trop geek. Là-bas, non, c'est juste, c'est la culture populaire, c'est le truc de base, comme ici. Il y a des trucs Casimir, je sais pas, même pas Casimir. Si on devait comparer, je pense que la Famicom est au Japon, ce que la 2 chevaux est en France. Voilà, c'est un petit peu... dans une vieille pub, on va utiliser une 2 chevaux parce que c'est un peu le symbole Citroën, la gloire de... Voilà, c'est un peu l'équivalent en termes d'automobile. Ouais. Voilà, et même maintenant, par exemple, sur des chaînes type grosses chaînes privées, donc chaînes hertziennes, au Japon, quand vous avez les émissions genre les 50 vidéos d'internet, les 50 chutes les plus folles, vous pouvez avoir un top, les 20 jeux qui ont marqué les gens, et dans les 20 jeux qui ont marqué les gens, il y en aura 18, ce seront des jeux Famicom de toute façon. C'est un véritable phénomène de société, hein. Il y a eu un grand nombre de faits divers, notamment la sortie de Dragon Quest 3 qui a provoqué, pas des émeutes, mais en tout cas un certain nombre d'arrestations par la police de mineurs qui auraient dû être à l'école plutôt que dans la rue en train d'acheter leur jeu. Il y a plein de phénomènes. C'est à cette époque aussi que les jeux vidéo ont évolué dans l'esprit des gens. C'était plus juste un petit loisir où les enfants jouaient comme ci, comme ça. C'est assez marquant en fait, puisqu'il y a eu un avant et un après Famicom. Les jeux Famicom étaient des jeux, contrairement aux jeux d'arcade, les jeux d'arcade on mettait son on y jouait un quart d'heure, on pouvait repartir. Les jeux Famicom, il y avait un investissement. Les premiers Dragon Quest, les premiers Final Fantasy, les Zelda, les Mario, c'est des jeux... C'était pas de la consommation rapide, c'était pas ce qu'on appellerait du casual, c'était le début vraiment du jeu vidéo avec un investissement en temps, en argent aussi. Et ça a marqué considérablement les Japonais. Voilà. Puis après aussi, eux, ils ont eu toute ligne de jeux faits pour les adultes, chose qu'on n'a pas eu en France. Donc on a les visual novels, on a, par exemple, Portopia Setsujinjiken, qui est un des premiers travaux de Holly, qui a créé Dragon Quest. Mais voilà, en France, on n'a pas eu tous les romans graphiques, les jeux de Mahjong, par exemple, les trucs de... Les romans graphiques, ils n'étaient pas limités justement au disque système. Si après, voilà, mais... on va l'aborder justement. Voilà, tout de suite, Family Computer pour la famille, donc on fait aussi des jeux pour les adultes, ce qui n'a pas vraiment été le cas en France. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu, tu parlais genre du changement de mentalité au niveau des joueurs. Donc on a un jeu comme Mario, lorsqu'il est sorti à l'époque, ça autant la Famicom était un phénomène parce les graphismes étaient incroyables, etc. Donc les gens achetaient un petit peu tout ce qui sortait. Mais à la sortie de Mario, les mentalités ont changé. Soudainement, en fait, les gens voulaient plus et n'achetaient plus tous les jeux et les bids, les premiers bids sont apparus. Il y a des jeux qui se vendaient pas parce qu'ils n'avaient pas de qualité suffisante, ils répondaient pas aux nouvelles attentes des joueurs. Donc il y a une espèce de page qui a été tournée au niveau du jeu vidéo grâce à la Famicom. Super Mario est sorti fin 1985 et l'année 1986 au Japon pour l'histoire de la Famicom marque un tournant considérable puisque avant 86, comme tu disais, n'importe quel jeu se vendait, c'était l'époque bénie, même les plus grosses bouses se vendaient en grande quantité. Et après 86, on a constaté qu'il y avait un grand nombre de jeux qui ne se vendaient plus du tout, et que seul un certain nombre de titres, c'est-à-dire les meilleurs la plupart du temps, se vendaient. Et ça, en fait, c'est dû surtout à, selon les spécialistes, à Super Mario, qui a repoussé la console d'un point de vue technique dans ses derniers retranchements. C'est la deuxième génération de jeux Famicom, il y en aura une troisième après. Mais en tout cas, à cette époque, tout le monde s'accorde à dire que c'est le meilleur jeu de la Famicom et qu'on peut pas faire mieux. Techniquement, il y a un scrolling qui décape, c'est coloré, ça va vite, il y a une super musique. En plus, c'est immense. Pour l'époque, en 85, on n'avait jamais vu un jeu aussi grand, aussi long. Et il y a beaucoup de journalistes qui se font du souci, qui disent mais est-ce que les enfants, maintenant qu'ils ont connu qu'on leur a donné du caviar, est-ce qu'ils vont revenir aux boîtes de conserve? C'est un peu ça. Et on estimait que la Famicom était sur le point de mourir à cette époque parce que si Nintendo sortait pas quelque chose d'aussi bon, voire meilleur que Super Mario, les enfants allaient s'enlacer puisqu'ils allaient jamais vouloir revenir à quelque chose de moins intéressant. Il y a eu un avant et un après Mario là encore. Ouais. Et donc du coup, pour rebondir un petit peu là-dessus, c'est vrai que en termes d'investissement des gens, il y a des bouquins de Solus qui sont apparus. Et par exemple, genre le bouquin de Solus, alors je crois que c'est un nom particulier. Je vais vous le laisser le prononcer. Koyakuban. Voilà, donc qui sont les livres de Solus en fait. Ouais. Et donc celui consacré à Super Mario a été le best-seller, donc tout roman confondu, etc. Au Japon en 85 et en 86. Donc c'était l'ouvrage le plus vendu sur le territoire japonais. C'était un bouquin de Solus. Un bouquin de Solus sur Super Mario, 1,250 000 exemplaires, je crois. C'est incroyable. Ah oui, c'est assez hallucinant, ouais. Et donc il y a également le côté avec cette crainte liée au fait que les jeux, il fallait que le niveau de qualité soit augmente. Donc ils se sont dit, Nintendo s'est dit genre pour contrer un petit peu genre le possible abandon des joueurs de la console, on va sortir des périphériques. Et au Japon, il y a un truc qui est particulier qui est sorti, c'est le
le disque système, donc, qui Ce est là. truc-là. Donc on a la Famicom juste au-dessus, Ouais. et puis le disque système qui est ce petit périphérique qui s'utilisait avec des cartes de type Quick Disc, Ouais. avec un format un peu particulier parce qu'il y a le Il y logo avait un petit Nintendo gravé qui dessus. était gravé, ouais. Et c'était un système de protection aussi. S'il n'y avait pas ce petit logo dedans, On pouvait pas afficher le... Exactement. C'est contre les copies. Ouais. Et ce petit périphérique était génial dans le sens où ces cartouches en fait sont réinscriptibles. Ouais. Et on utilisait les magasins de jeux vidéo, les grands magasins japonais avaient des bornes de téléchargement. Il suffisait de se rendre sur ces bornes, d'insérer sa carte. Et puis, contre 500 yens, qui est à peu près l'équivalent de 4 €, on pouvait graver un tout nouveau jeu. Donc, parmi ces nouveaux jeux, il y avait Metroid, il y avait Zelda, il y avait Super Mario Bros 2, un grand nombre de graphic novels aussi. Et c'était révolutionnaire, puisque c'était l'ère de la grande consommation du jeu vidéo. Ouais. Et ça coûtait plus rien, quoi. Voilà, le concept, c'était surtout le prix des ROM coûtait de plus en plus cher, des cartouches coûtaient de plus en plus cher. Oui, puisque là, il faut bien resituer, c'est-à-dire que le hardware à l'époque il bougeait pas. Donc une fois que tu avais ta NES, bah, c'était la NES, elle restait la même genre pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et donc du coup c'était les cartouches de jeu, donc dont les composants changeaient de manière à ce que les jeux soient de plus en plus performants, avec des petits sheets dédiés genre au développement des graphismes, du son, de la musique, etc. Mais c'était de plus en plus cher et ces cartes en fait permettaient d'augmenter la capacité de stockage des données. Ouais. Et puis surtout un coût de production qui était bien moins important parce que c'était des disques, l'équivalent du CD, c'était bien moins cher que les composants électroniques avec toute la main d'œuvre que ça demandait. Et puis ça surtout le disque système a permis de développer ce genre de choses. Ça c'est une carte bleue et qui permettait de participer à des concours nationaux. Il existait aussi des bornes, pareil, dans les mêmes magasins, dans lesquels on pouvait enregistrer ses scores. Et puis, ce jeu-là, par exemple, c'est F1 Race. On avait ces temps qui étaient enregistrés dans la disquette. On allait directement dans un magasin, on insérait le score. Et puis, Nintendo regroupait tous les scores des joueurs de tout le Japon et organisait des concours. Les meilleurs gagnaient des lots, des prix, etc. Il y avait un système network qui a révolutionné quelque part un petit peu la façon dont on avait de jouer aux jeux vidéo. Ouais. Disque système. Aujourd'hui, genre avec les plateformes de téléchargement, tout le monde s'inquiète un petit peu genre du dématérialisé. C'est-à-dire on télécharge un jeu, mais genre une fois que la console, son temps va passer, etc. Est-ce que les jeux on va pouvoir toujours continuer à y jouer Tu vois ce côté genre on risque de les perdre. Genre à l'époque avec le disque système, les gens avaient leur disquette et genre une fois qu'ils avaient fini le jeu, ils l'effaçaient pour en télécharger un autre dessus. 86, ouais, Nintendo proposait déjà du dématérialisé. Ouais. C'est fou, mais c'est comme ça. C'est impressionnant. Avec tout ça, ouais. Je pense qu'on n'a peut-être pas trop le temps d'en parler, mais il y avait aussi tous des systèmes de modem, plein de choses. C'est abordé des également. Là, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai qu'ils ont fait des tas d'expériences qui n'ont pas toujours abouti, mais au moins on crée une sorte de connaissance du marché et des technologies possibles qui aujourd'hui les servent clairement. Mais quand on étudie en fait toute l'histoire passée de Nintendo, on se rend compte à quel point les décisions de Nintendo d'aujourd'hui ne sont pas anodines. Elles sont très clairement liées à leurs erreurs passées, à leurs tentatives passées et aussi leur succès passé. La Famicom a été un véritable laboratoire de tests et ça se ressent encore aujourd'hui puisque les tentatives qui sont faites sur Wii, sur 3DS, etc. Il y avait déjà des tentatives de par le passé. Mais c'est vrai qu'on avait, du coup, il y a plein de petites anecdotes. Alors, par exemple, genre, juste pour en citer quelques-unes qui m'ont marqué en lisant le bouquin, tu avais les premiers boutons, donc sur les pads, étaient des boutons carrés. Oui. Et donc du coup, genre les gens en jouant, bah, au bout d'un moment, en fait, le bouton carré se coinçait à l'intérieur. D'où la raison de sortir ensuite une nouvelle génération de petits pads avec des boutons ronds. Oui. Et puis également, il y a plein d'autres anecdotes. Là, je les ai zappées, mais t'en avais une autre. Ah oui, également sur les câbles même. Donc la première génération de NES, les câbles étaient Famicom, ouais. de la Famicom étaient accrochés à la console. Et donc du coup, les gamins, quand ils s'énervaient un petit peu, ils tiraient et puis ils arrachaient tout, quoi. Et donc au bout d'un moment, en fait, ils ont décidé d'utiliser justement ces petits systèmes de port, quoi. Un système, exactement. C'était aussi pour économiser un peu d'argent parce que les prix ça coûtait plus cher que de l'insérer directement. Mais effectivement, Nintendo arrive derrière Atari. On est d'accord en termes de consoles, etc. Il y a eu d'autres consoles avant, mais ils font à partir de la Famicom, c'est du tâtonnement. Il y a des tas d'essais qui sont faits et on en arrive à un marché qui aujourd'hui est celui qu'il est et qu'on connaît. Mais il y a plein de choses qui sont assez rigolotes. Oui, quand on se remet dans le contexte de l'époque, on se rend compte qu'il y a eu plein de petites tentatives, des erreurs qui aujourd'hui seraient impensables, mais qui ont eu lieu autrefois. Ouais. C'était des pionniers, donc des pionniers, défriché le terrain. C'est assez impressionnant. Et donc du coup, tes recherches brièvement, parce que tu as toute une partie sur le Japon, donc avec plein de références à des ouvrages, à des émissions, etc. Est-ce que récupérer toutes ces infos, c'est dû être un travail assez colossal? Parce que ça, j'aime bien que parfois dans les bouquins, en fait, tout n'est pas référencé. Là, systématiquement, à partir du moment où tu cites quelqu'un, un extrait d'interview, on sait d'où ça vient.
Oui, bon, ça c'est la moindre des choses, c'est vrai pour un bouquin, mais le travail de recherche de fond m'a demandé 6 ans. Pas à temps plein bien sûr, mais je travaillais au Japon et je profitais de mon temps libre pour faire des recherches. Je retourne régulièrement au Japon pour me rendre à la Bibliothèque nationale, etc., pour retrouver les archives des vieux journaux, etc. Et puis beaucoup de rencontres aussi au Japon d'anciens créateurs, d'anciens développeurs qui eux sont les meilleures sources qu'on puisse trouver avec des souvenirs et des anecdotes assez introuvables ailleurs. Et pour la France aussi, en fait, j'ai pas mal voyagé en France. Notamment tout au bout du Finistère en Bretagne pour retrouver le fondateur de la filiale Nintendo en France. Et voilà, beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres en fait pour fournir en anecdotes et en détail toutes ces histoires de jeux qui nous ont marqués, qui continuent de marquer l'histoire du jeu vidéo. Okay. Bah moi, le bouquin, je l'ai adoré. Je trouve que c'est vraiment du bon tas. Je sais pas ce que tu en as pensé, Anne. Ouais, bah, je veux dire, ça se lit vite, on est pris dans l'aventure. Est-ce qu'ils vont couler? Non, ils vont sortir un nouvel accessoire. Voilà quoi. C'est plein de péripéties, plein de retournements de situation. Voilà, en plus, c'est vraiment intéressant de confronter ça par rapport à la situation du jeu vidéo aujourd'hui, à tout le téléchargement, les choses comme ça. Ils voient que les problématiques étaient déjà posées à l'époque, ils avaient déjà essayé des choses, et aujourd'hui encore, on se retrouve avec les mêmes problèmes. Donc c'est assez rigolo, quoi. Et la NES en fait est assez intéressante. La NES en Occident, l'histoire de la NES en Occident est intéressante puisque elle n'a pas du tout en fait suivi le même chemin que chez nous. En 83, comme on disait, c'était une révolution en termes graphiques, alors que nous, elle arrive en 87 et on la connaît, on la apprend à la découvrir à partir vraiment de 88. Or, entre 83 et 88, il y a quand même 4 ou 5 ans qui sont déjà écoulés. Et en électronique pure, telle que dans les jeux vidéo, c'est énorme. Ouais. C'est la fin d'une console. Normalement, ils auraient dû passer à la génération suivante. Donc, nous, on la connaît très tardivement et on n'a pas du tout le même ressenti. Et pourtant, elle cartonne en France aussi. Ouais. Mais quand elle arrive chez nous, c'est un jouet avec des graphismes quand même assez arriérés. Ouais. On n'a pas du tout la même perception. Alors c'est pour ça qu'elle a tant marqué les Japonais. C'est quand elle arrive en 83, c'est une révolution graphique. Elle est capable de faire la même chose que ce que font les salles d'arcade, alors que nous en 87, les salles d'arcade sont déjà bien plus perfectionnées. Les jeux sont déjà bien plus beaux que ce qu'on a sur les NES et Master System. Et donc là, on a parlé du volume 3 de l'histoire de Nintendo, donc j'imagine qu'il va y avoir un volume 4 bientôt. Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu dessus? Quel sera le sujet exactement? Ça sortirait quand? Bon, alors pour les dates de sortie, c'est compliqué. Il me faut en gros 1 an maintenant pour compiler tout ça et faire une mise en page, etc. Mais le sujet, ça va être toute la gamme des Game Boy, en incluant le Virtual Boy aussi. Ah, d'accord. Donc, bon sujet. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci Anne. Merci. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Donc à bientôt.